Et bonsoir à tous, nous sommes mardi et ça veut dire qu'il est temps pour un nouvel atelier jeu de rôle sur Lancer Critique. Avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui ont regardé notre nouvelle émission Retour Critique. Nombre d'entre vous ont été enthousiastes et j'espère que l'on pourra vous en proposer d'autres prochainement. Ceci étant dit, on va s'attaquer au sujet de ce soir, les outils du maître de jeu. Donc, comme d'habitude, cette vidéo reflète avant tout mon avis, donc je ne suis pas un expert en la matière, donc j'espère que vous trouverez des choses qui vous intéressent. En seconde partie d'émission, nous aurons, comme à l'habitude, les membres du Club Calliope de Vence qui viendront répondre à des questions et animer le débat. Et dans tous les cas, on est parti. Donc, basiquement, une partie de jeu de rôle, ce n'est jamais qu'une conversation à laquelle on va ajouter quelques dés. Bien que cela puisse suffire et que pour certains jeux on va même se passer des dés, en tant que rôliste, on a au contraire souvent envie de rajouter des choses. Que ce soit pour une meilleure ambiance, un jeu plus fluide ou plus imagé, voire pour ajouter une touche d'originalité. Les oiseaux de feu de l'école Ouh, merci. sont des disciples particuliers qui ont Tout est bon pour améliorer la qualité de nos parties, et pour cela on va utiliser un certain nombre d'outils. Leur pouvoir d'une force et d'une cruauté sans égard. Donc, pour commencer, nous allons parler de tout ce qui sert à poser, voire à améliorer l'ambiance. D'aussi long que je me rappelle avoir pratiqué le jeu de rôle, avoir une bande-son adaptée à la partie a toujours été un des choix de prédilection des maîtres de jeu. J'ai d'ailleurs toujours mes CD de la bande-son du film Dracula de Coppola et d'Abyss, le film de 89, en CD. Mais de nos jours, c'est encore plus simple. Vous pouvez sans difficulté trouver la musique qu'il vous faut en streaming. Il existe même des bandes son spécialisées faites pour le jeu de rôle afin de s'adapter parfaitement à ce que vous cherchez. De plus, emmener sa musique est beaucoup plus facile. Un téléphone et une enceinte Bluetooth suffisent. Quelques conseils tout de même. Déjà, n'utilisez pas l'enceinte Bluetooth d'un ami, ça ne marche jamais. Ensuite, gardez la musique à un volume plutôt faible et préférez les musiques instrumentales. Les bandes son de films et de jeux vidéo sont parfaitement adaptées à ce genre de choses. Si possible, essayez d'avoir une version MP3, afin d'éviter les publicités qui ruineront votre ambiance à coup sûr. En plus de vous protéger d'un réseau capricieux. Dernier conseil, préparez des musiques différentes en fonction de vos scènes. Se balader en ville, puis se balader en forêt ne devrait pas être sur la même ambiance musicale. Autre grand classique des tables de jeux de rôle, la nourriture et les boissons. Que serait une fiche de perso sans sa tache de café et sa tache de gras? Cela dit, la nourriture peut également contribuer à l'ambiance de la partie. Plutôt que bière, café et chips, vous pouvez proposer Porto, Earl Grey et pudding. La partie prendra alors une connotation vieille Angleterre. Pensez cependant à prévenir vos joueurs pour qu'ils apportent des victuailles appropriées. Ce simple exercice va en plus contribuer à les mettre déjà dans un état d'esprit adapté au thème de la partie. On reste dans les grands classiques de l'ambiance avec la lumière. Je suppose que nombre d'entre vous ont déjà fait au moins une partie à la bougie. Cela dit, généralement cette expérience s'arrête vers le 3e lancer de dés, quand on se rend compte qu'on n'arrive pas à lire sa fiche de perso, que le résultat des dés est lent. Et non plus, et on n'arrive pas du tout à lire nos précieuses notes qu'on a appris et apprendre lors de l'atelier jeu de rôle du 13 août. Cependant, la lumière peut être un vrai plus pour vos parties. Plutôt que des bougies, préférez des photophores électriques. Bien sûr, le cachet n'est pas le même, mais le tout sera beaucoup plus pratique et reposant pour vos yeux. Autre possibilité, les lampes à luminosité et à couleur ajustable. La couleur de la lumière peut facilement donner un caractère bien spécifique à vos scènes. C'est un procédé cinématographique qui est extrêmement utilisé, et certains éditeurs en ont même fait leur marque de fabrique. Je pense notamment à Guillermo del Toro, qui utilise souvent une palette de couleurs très limitée pour ses films, comme dans La forme de l'eau, qui oscille entre les bleus, les jaunes et les verts pour donner cette espèce de flottement. Ou encore Crimson Peak, qui au contraire va vous miser tout sur la violence avec des blancs et des rouges très marqués, beaucoup plus durs. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet de l'utilisation des couleurs, je vous conseille de regarder une des 300 et quelques vidéos qui existent sur l'utilisation des couleurs dans le film La La Land, qui est quasiment un cas d'école. Cela dit, on va fermer cette parenthèse, ce n'est pas vraiment le sujet de ce soir, pour passer à la suite, car tout cela va nous mener au cadre. Bien sûr, tout le monde ne peut pas faire une partie de Donjons et Dragons dans un château, ou une partie de Cthulhu dans un vieil asile abandonné. Cependant, on peut quand même ajouter un certain nombre de choses pour aider à créer une atmosphère en tant que maître de jeu. La majorité des regards devraient être tournés vers vous,
Ainsi, avoir un look approprié peut grandement aider à créer ce cadre. Je ne vous parle pas de cosplay complet, mais juste quelques détails qui aideront à mettre l'ambiance. La décoration de table est également une autre chose que l'on peut faire pour établir le cadre. Une nappe noire, un ou deux livres bien choisis, une statuette étrange et votre table sera fin prête pour lire votre partie de Cthulhu. Au contraire, une table en bois, quelques chopes et une peau de bête, et vous êtes prêt à parcourir le donjon. Vous pouvez également rajouter de l'encens. On en trouve parfois forêt, pluie ou autres qui peuvent parfaitement convenir à vos parties. Attention cependant, certaines personnes supportent assez mal l'encens, donc demandez à vos joueurs avant d'en allumer. Maintenant que nous avons posé l'ambiance, nous allons voir les outils prévus pour aider le maître de jeu. Presque indispensable, les livres. Certains à leur table ont un assistant du Marshal. C'est un joueur qui connaît l'univers et les règles sur le bout des doigts, et il vous permettra de vous passer de vos précieux ouvrages. Malheureusement, ce type de joueur étant plutôt rare, il va généralement falloir vous balader avec votre bibliothèque. Avoir son livre de règles ou de campagne peut souvent vous tirer d'un mauvais pas, et vous permettre de répondre à une question obscure d'un joueur tout en respectant l'univers. Grâce à la magie de la technologie moderne, la plupart des livres sont à présent disponibles au format numérique. En plus de l'économie non négligeable de poids et d'espace, les versions numériques ont l'avantage d'avoir une fonction recherche permettant de mettre très facilement la main sur l'information que vous recherchez. Autre grand classique de l'aide au MJ, l'écran de jeu. L'écran a été intégré très tôt dans le jeu de rôle et remplit un certain nombre d'objectifs. Si celui-ci est bien fait, il devrait afficher toutes les tables d'informations nécessaires à la bonne maîtrise d'une partie, sans avoir à vous obliger à fouiller vos livres et à lancer des dés. De plus, il permet de cacher vos autres aides de jeu aux joueurs, certains étant un petit peu indiscrets. L'écran est également là pour cacher les GD du maître de jeu, permettant de créer une tension supplémentaire, les joueurs devant attendre les descriptions de la scène pour se rendre compte de la qualité ou non de leur réussite. Pour citer le papa de Donjons et Dragons, M. Villax, les dés ne servent qu'à faire du bruit derrière l'écran du maître de jeu. Plutôt que de prendre ça de façon trop littérale, laissant penser que le MJ fait tout ce qu'il veut quand il le veut, l'écran peut permettre d'arrondir un jet de dés trop pénalisant pour vos joueurs, ou pour un PNJ. Indispensable pour certains, une fiche récapitulative du scénario. On en a déjà parlé dans les ateliers précédents, mais je prépare toujours une fiche pour mes scénarios. Cette fiche comprenant les personnages principaux ainsi que les lieux importants plutôt que le déroulé de l'histoire. Je note également les informations à donner en début de séance pour être sûr de n'avoir rien oublié. Selon le type de scénario, je peux également rajouter un planning d'événements. Bien sûr, il y a différentes façons de préparer ces fiches. Cela dépend essentiellement des besoins et des goûts de chaque MJ. Sûrement l'outil que j'utilise le plus souvent, une liste de noms. J'en ai également déjà parlé lors des ateliers précédents, mais avoir une liste de noms peut faire la différence entre un PNJ en vie et un PNJ mort. Rien ne crache plus au visage des mots personnages sans importance qu'un PNJ sans nom. Ainsi, chaque personnage qui est croisé par vos joueurs devrait au moins avoir un nom. Et une liste de noms vous permet de faire ça facilement. Pensez cependant à noter le nom nouvellement acquis du PNJ, afin de conserver votre cohérence. Autre astuce, pensez à faire une croix sur votre liste quand vous utilisez un nom, de façon à ne pas donner le même nom à plusieurs personnages pour inadvertance. Dernier petit tips sur le sujet, si vous n'avez pas prévu le coup, la plupart des livres récents ont une section remerciements vers la fin, qui peut servir de source de noms. Autre fiche intéressante, la fiche récapitulative des compétences des joueurs. En plus de fluidifier la partie et l'immersion, en vous évitant l'éternelle question de tu as combien dans cette stat, elle permet également de faire des jets de dés à l'aveugle, faire des jets de dés à l'aveugle aux joueurs, dans le sens où vous pouvez juste demander de lancer les dés sans que le joueur sache dans quel but. Sur une partie avec des débutants, elle peut également permettre d'aiguiller les joueurs sur une capacité qui sera plus utile qu'une autre. Cela dépend du jeu, mais une fiche avec les caractéristiques génériques peut être utile. Cela permet d'avoir de quoi réagir au cas où les choses dégénèrent, voire de proposer un peu d'action aux joueurs trop belliqueux. À mon sens, indispensable, avoir de quoi noter, que ce soit pour vous rappeler le nom de PNJ improvisé, les informations reçues ou manquées par vos joueurs, faire passer un mot secret, ou encore noter les bonnes idées qui sont lâchées au cours de la partie. La prise de notes fait partie intégrante de ma façon de maîtriser, et j'aurais grand mal à m'en passer à présent. Cela dit, les MJ ne sont pas les seuls à apprécier des bons outils. Les joueurs ont aussi le droit à différentes choses pour rendre leur vie plus facile.
Un récap des règles à disposition, que ce soit sur une fiche à part ou intégrée à la fiche de personnage, est un plus très agréable à avoir une table. Encore plus si le système de jeu est nouveau pour les joueurs. Pour certaines personnes, il est plus facile de comprendre le système en le lisant plutôt qu'une explication orale. Dans tous les cas, ça permet aux joueurs de voir rapidement si la façon dont ils effectuent l'action est la bonne, sans avoir à interrompre le MJ, ce qui est une bonne chose pour le dynamisme de la partie. Avoir des compteurs et des marqueurs peut être pratique également, que ce soit pour se rappeler l'ordre d'initiative, garder une trace de la vie, du mana, de l'endurance, sans avoir à gommer inlassablement nos fiches de personnage. De plus, vous pouvez avoir des compteurs adaptés au jeu auquel vous jouez. Par exemple, avoir des médiateurs comme compteurs sur une partie ayant comme thème la fête de la musique, ça va améliorer le cadre général de la partie. Si les MJ ont besoin d'avoir de quoi noter, c'est encore plus vrai pour les joueurs. La prise de notes est un élément important d'une partie de jeu de rôle, donc pensez à prendre quelques feuilles et crayons supplémentaires pour vos parties. Des dés. Ça peut sembler assez évident pour le jeu de rôle, mais avoir des dés est souvent primordial pour une partie. Deux petites notes sur ce sujet. Évitez les dés qui sont très beaux mais illisibles. Et si vous trouvez des dés aux formes complètement saugrenues et fantaisistes, par contre, n'hésitez pas, c'est sûrement une très bonne idée de les avoir. Dernier point, les livres. Particulièrement vrai sur les vieux systèmes de jeu, les joueurs ont parfois le droit à leur propre ouvrage qui leur est dédié. Comme pour le maître de jeu, une version numérique peut être plus intéressante afin de faciliter les recherches et épargner votre dos. Cependant, n'utilisez pas comme excuse de regarder un truc dans le livre pour aller surfer sur internet. C'est pas très sympa pour votre MJ qui a probablement consacré pas mal de temps à préparer le scénario que vous êtes en train de jouer. Il est donc temps d'aborder les outils de maîtrise. Donc tous ces petits trucs, on va sortir de sa manche au cours de la partie pour en améliorer la qualité. L'outil que tout le monde devrait avoir, un background. Un BG est un outil, et en plus c'est un bon outil. Déjà il va définir le caractère du personnage, ce dernier peut également, il peut également donner des informations utiles sur ce que le personnage connaît de l'univers, ainsi que les éventuels contacts qu'il peut avoir. Le BG peut être une véritable aide de jeu pour le joueur, lui développant des situations juste en utilisant son passif. Sûrement un des plus grands classiques du jeu de rôle, les aides de jeu. Les éditions collector en fournissent souvent l'appel, illustrations, documents, photos, plans et j'en passe. Fournir un article de journal à faire lire à vos joueurs n'a pas la même saveur que d'en décrire le contenu. Bien sûr, les aides de jeu ne sont pas les mêmes en fonction du type de jeu. Si un jeu orienté enquête, les aides de jeu seront généralement des indices. Les joueurs vont devoir déchiffrer pour les utiliser pleinement. Alors que sur un jeu plus aventure, on va préférer des illustrations afin de mieux poser l'ambiance de l'univers. On peut bien sûr aller plus loin, en fournissant des objets comme des cryptex aux joueurs, apportant une touche ludique aux aides de jeu. Voir des objets étranges dont les joueurs devront comprendre l'utilité ultérieurement. Boudé par certains, indispensable pour d'autres, la battle map. Afin de mieux situer les personnages dans l'espace, surtout en situation de combat, la battle map est également apparue très tôt dans le jeu de rôle. Nombre de systèmes l'incluent directement dans leurs règles, lui donnant une valeur de mouvement au personnage afin de savoir sa capacité à le mouvoir sur cette dernière. Il existe de nombreuses façons de réaliser une battle map, allant du simple croquis au dos d'un carton pizza à la station spatiale complète à l'échelle avec toutes les figurines, tous les protagonistes. Plus rare, les samples. L'édition précédemment qui avait une bande son d'ambiance était en plus pour vos parties, mais on peut aller plus loin. Vous pouvez intégrer des bruitages dans vos parties afin de les rendre plus vivantes, voire pour créer une tension. On peut très bien imaginer utiliser un synthétiseur vocal pour les réponses de l'ordinateur dans un paranoïa, ou inclure des événements spécifiques dans une bande son. Cela fonctionne particulièrement bien sur des scénarios avec un temps imparti, les joueurs devant prêter attention à ce qui se passe pour ne pas louper un élément important. J'ai par exemple créé une bande son complète pour un appel de Cthulhu au milieu d'une tempête, avec différents événements qui n'étaient inclus que dans cette bande son. Cela permet de créer de l'action hors caméra pour maintenir vos joueurs sous pression. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu sadique, vous pouvez également cacher une enceinte Bluetooth pour lancer le cri d'un monstre. Je pense que le résultat devrait vous amuser. Autre outil dont je me sers en particulier sur des jeux comme l'appel de Cthulhu, la boîte à dés. Le résultat d'un jet de dés, que celui-ci soit réussi ou non, donne des informations aux joueurs.
Or, il se peut que vous préfériez les laisser dans le doute. Imaginons qu'un de vos joueurs fasse un jet de fouille dans un bureau avant qu'un garde rapplique. Si votre joueur a parfaitement réussi son jet D et qu'il ne trouve rien, alors il sait que l'info qu'il cherche ne se trouve pas ici. Pour remédier à ce problème, j'utilise une boîte à dés. Les joueurs lanceront à l'aveugle leur dés, et le MJ leur dira si l'action a réussi ou non. Ils seront alors dans le flou, car ils ne sauront pas s'ils n'ont rien réussi à trouver ou s'ils ont échoué leur test. Attention cependant, il vaut mieux avoir une réputation de MJ honnête quand vous utilisez ce procédé. De plus, n'utilisez pas la boîte à dés pour tous les jets. Laissez-leur jeter les dés normalement pour les actions dont ils pourraient juger la réussite. Cela limite la frustration que crée la fameuse boîte à dés. Et voilà pour notre masterclass du jour. Donc à présent, on va rejoindre le club Calliope pour notre seconde partie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Animons toujours de ça me disait ça. Alors, commençons par le commencement. Donc, on va refaire un peu le tour des différentes choses que j'ai abordées ce soir et vous allez chacun me donner votre avis sur la question. Donc, nous allons commencer par Monsieur Damien Leroy. Quels sont les outils qui permettent de poser l'ambiance hors jeu? Donc tout ce qu'on va faire autour de la partie, tout ce qu'on va faire avant, en gros, donc qui ne va pas directement influencer, mais vraiment qui va servir à poser le cadre et l'ambiance. La préparation. Poser l'ambiance. J'ai pas trop d'idées sur ce thème-là en particulier. Quelques choses que j'avais ont été citées, la musique, quoi. Ouais. Le prochain tour. Mademoiselle Nam, êtes-vous avec nous? Oui. Même question. Écoutez, si vous pour de vrai. Les outils permettant de poser l'ambiance hors jeu. En plus de ce que t'as dit, là comme ça, je vois pas. Je passe mon tour pour l'instant. Nous passons du coup à Monsieur Philou, même question. J'ai bien peur de ne pas pouvoir être beaucoup plus disert que mes deux précédents camarades, dans la mesure où je suis un procrastinateur pathologique. En général, je ne passe pas suffisamment de temps à la préparation du scénario pour peaufiner les aspects Extérieur. L'agrémentation de la partie. Et en général, quand je fais intervenir un élément, ça va plus être un élément intradiégétique, donc qui rentrera plus dans la catégorie agrémenter la partie en jeu. Ça, c'est une réponse. Monsieur Pierre, avez-vous une idée sur le sujet? Alors, juste histoire de me la péter, parce que j'ai une idée, la tour à dés, ou la piste à dés, histoire de pas avoir les dés qui partent partout. Mais bon, ça, c'est pas le propre du maître du jeu. Non, mais ça reste quelque chose qui est externe à la partie, donc c'est valable. Voilà. Mais la tour à dés, ne serait-ce que pour avoir un bon mélange, un bon bracelet, éviter que les dés partent dans tous les coins. Certaines pistes de dés ont des décorations particulières qui peuvent être dans le thème. Je pense notamment à des pistes de dés qui sont disponibles lors de financement participatif, notamment sur certains Cthulhu, sur Nautilus qui a fait ça, etc., ou qu'on peut même faire sur mesure. Ça peut rajouter toujours un petit cachet de se dire on joue à tel jeu.
C'est valable. Éventuellement, pareil, niveau décoration, je vais penser peut-être à à certaines boîtes de collector qui ont des illustrations vraiment magnifiques. Et donc, éventuellement, ramener son coffret des masques de Nyarlathotep, si on fait une campagne Nyarlathotep, poser à côté, je pense que ça peut rajouter l'ambiance. Très bien. Très bien, très bien. Monsieur Thomas. Alors du coup, là, c'est quelque chose que tu as déjà cité dans le matériel, mais l'écran. L'écran côté joueur, avec justement les illustrations qui peuvent justement donner une idée de l'ambiance du jeu. Et sinon, il y a la version avancée de la musique, à savoir un joueur qui joue de la guitare à la table. Oui, mais alors du coup, ça, est-ce que tu ne mettrais pas plus tard en cours de la partie? En cours de la partie, ah bah oui. Parce que du coup, ça dépend. Est-ce que tu veux un barde qui est là toute la soirée, qui va faire que de la musique, ou tu veux un joueur qui fait des chansons en jeu, voire qui fait des duos? Non, mais Non, c'est surtout en souvenir d'une certaine partie où quelqu'un avait joué de la guitare pendant des scènes de combat et c'était très bien. Je peux intervenir là-dessus, justement? Fais donc. En fait, c'est pour compléter la réponse de Thomas. C'est vrai que grâce à Pierre, qui m'a gentiment prêté son écran de maître personnalisable, c'est vrai que c'est vrai qu'en outil extérieur au jeu, moi je m'en sers justement pour donner des informations de rappel aux joueurs au cours des parties. C'est-à-dire des éléments, pas forcément des illustrations ou quoi que ce soit, mais des éléments, des outils qui pourraient avoir besoin. Je dis par exemple comme une carte ou des objets qui pourraient, des illustrations qui pourraient avoir besoin au cours de la partie et que comme ça ils l'ont tout le temps sous les yeux. Et en fait le côté modulable de l'écran de jeu fait que tu peux réutiliser l'écran de jeu en question et adapter le besoin des illustrations. Et avoir plusieurs écrans de jeu dans le même écran de jeu. Tout à fait. Voilà. C'est un très chouette outil que je recommande vivement. Mademoiselle 608, avez-vous mon avis sur la question? Oui, déjà, je trouve le sujet vachement intéressant parce que c'est vrai que la plupart du temps, on se pose pas trop la question, surtout dans le cadre du club où on arrive, on se met à une table et puis c'est parti. Et c'est vrai que souvent les ambiances sont peut-être pas suffisamment bien posées. Moi, je trouvais ça vachement intéressant quand t'as parlé des costumes, mais c'est vrai que des fois, il suffit juste d'un chapeau de cow-boy pour qu'on comprenne le thème. Je sais pas, d'un accessoire. C'est pas obligatoirement effectivement une tenue de grandeur nature, quoi. On n'est pas obligé non plus de faire du théâtre vraiment pour avoir un petit détail qui fait rappel à son personnage. Moi, j'ai un truc qui m'aide énormément, surtout à vraiment être dans la peau de mon personnage, c'est toujours un carnet. J'ai un carnet où j'écris la fiche personnage, le background, vraiment tout, et chacun de mes personnages pour les campagnes dispose d'un carnet. Et ce carnet, il est vraiment très particulier, que ce soit dans son visuel. Alors il y en a qui ont l'air plus en cuir, d'autres plus effet tapisserie, enfin ça dépend vraiment, mais chaque carnet est unique et je sais exactement à quel personnage il appartient, et quand je le pose sur la table, il est souvent thématique avec l'univers. Pour du vampire, ça sera toujours un aspect sombre, un peu gothique, pour autre chose. Enfin voilà, quel que soit le thème, en fait, j'essaye d'avoir un carnet qui s'y accorde, qu'on sache tout de suite qui est mon personnage rien qu'en voyant son carnet. C'est mon personnage en fait, illustré par un carnet. Et c'est ce qui m'aide en tout cas moi dans l'immersion. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai moins abordé, tout ce que peuvent amener aussi les joueurs pour contribuer à l'ambiance. Parce que du coup, maintenant, avec ce nouvel angle, ça a débloqué un petit peu des idées à ceux qui Une toute petite chose. Alors là, quand je vais le dire comme on va dire des aimants au néodyme ou des aimants tout court. Pourquoi? Pour pouvoir aimanter à son écran les têtes ou les visages ou certains éléments, certains aides de jeu. Notamment, il arrive dans certains jeux de rôle qu'on fournisse des illustrations
du visage des personnages. Et Effectivement. on les a souvent sur le livre de base. On peut les montrer parfois comme ça, en montrant un petit peu son livre, puis en le reprenant. Parfois, certaines illustrations sont données séparément en aide de jeu. Mais éventuellement, je pense que aimanté comme ça, au-dessus, ça peut être intéressant. Après, Donc, quelques-uns. généralement, tu as des clips en plastique qui servent à ça. Je pense notamment à certaines campagnes de l'appel de Cthulhu, où justement ce genre d'illustration est fourni pour être mise à disposition des joueurs. Tu as des petits clips qui permettent de le fixer au-dessus de l'écran pour savoir quel PNJ est présent dans une scène particulière. Voilà. De nouvelles technologies qu'on appellerait trombone. Exactement. Aussi, ouais. Aussi. Du coup, je vais rebondir encore une fois sur cette histoire de clips. Je sais qu'il y a, enfin, j'en ai déjà vu, j'en ai pas personnellement, mais je trouve que c'est un outil assez sympa, à la fois pour les joueurs et pour le maître de jeu. Ce sont les marqueurs de combat pour connaître les initiatives des différents protagonistes. Et en fait, je crois qu'ils font ça pour Donjons et Dragons justement, où t'as un petit clips qui symbole une croix pour dire le prêtre, une épée pour dire le guerrier, un arc pour dire le machin. Et comme ça, le maître de jeu, en fait, sur l'écran de maître, il module les clips et comme ça, il fait passer les initiatives de l'un à l'autre. Puis après, il y a des têtes de mort pour les mobs. Et enfin voilà, c'est un côté visuel et je trouve que ça aide bien. Est-ce que du coup quelqu'un a quelque chose à ajouter sur la question? Pas spécialement. Il me semble qu'on a déjà bien fait le tour. Il y a aussi des tableaux aimantés fait exprès. Ah avec oui. des petites plaquettes aimantées pour écrire le nom des PJ. C'est recouvert d'un film Velleda. C'est peut-être plus dans... Donc là on est encore en train de discuter des outils pour mettre l'ambiance, même si ça va plus être au niveau des aides de jeu. Ouais, c'est plus niveau technique. D'ailleurs, je pense que c'est le moment de sauter pas vraiment sur les aides de jeu, mais Juste un instant, une autre chose. Les fiches perso des personnages des joueurs, des fiches perso vierges. Et je rebondis sur ce que Damien a dit à propos des Velleda, des fiches perso plastifiées. Ça, c'est encore une fois, ce n'est pas le bon moment. Ça, c'est là, on est encore vraiment sur tout ce qui nous sert pour poser l'ambiance. Une feuille plastifiée, c'est pratique, mais ça fait pas l'ambiance. Eh ben, j'en parlerai plus tard. S'il te plaît. Donc, on disait, on va parler maintenant des outils qui servent à faciliter la vie au maître de jeu. Donc, tous les trucs qui sont en dehors de votre scénario, qui vont vous servir à maîtriser plus facilement, à vous mettre, éventuellement vous mettre dans le mood. Bref, tous les outils vraiment dédiés pour le maître de jeu, mais qui ne sont que pour lui. Et du coup, on va commencer par Mademoiselle Nam pour voir si elle a écouté la question. J'ai écouté la question. Par contre, je me rappelle plus si tu en as parlé, mais moi, je suis une grande fan en tant que maître de jeu des illustrations pour les PNJ. Parce qu'en fait, quand je construis mes scénarios, j'ai tendance en fait à traîner sur Pinterest, je sais plus comment ça se dit, mais bon, voilà, et à mettre une thématique, dire bon, dans mon scénario, j'ai besoin, je dis une bêtise, d'un voleur, voilà, donc je vais aller sur Pint, je tape voleur médiéval ou machin, et en fait, du coup, ça me sert dans le sens où en fait le BG de mon PNJ, je vais le construire en fonction de l'illustration et de qu'est-ce qui m'inspire. C'est-à-dire des voleurs, du coup, il va y en avoir de différents types. Il va y avoir le côté furtif, il va y avoir le mec crasseux, le mec malin, le mec qui a l'air qui est voleur mais qui a l'air gentil. Et donc du coup, moi, ça m'aide en tant que maître de jeu parce que je m'imagine beaucoup mieux la personnalité du PNJ, même si je suis pas forcément très bien pour après ensuite l'interpréter, mais du coup mon PNJ, je lui donne une vie grâce à l'image.
Et du coup, j'ai tendance, cette image, une fois que je l'ai, à la redonner ensuite à mes joueurs au moment où ils seront confrontés devant le PNJ en question. Alors, je ne l'avais pas abordé, mais c'est un bon point. Est-ce que Monsieur Filou a une réponse à cette question, donc les instruments qui nous facilitent la vie en tant que maître du Un peu la même réponse que tout à l'heure. Étant procrastinateur, je prends pas vraiment le temps de me préparer des outils de confort. Donc la seule chose qui me vient en tête, c'est vraiment des trucs old school, hein, quoi. C'est l'écran pour pouvoir cacher les GD et tricher. Et c'est les notes sur le scénario pour pouvoir se rendre compte à la fin de la partie qu'on en a oublié la moitié. Ça sent le vécu. Donc, oui, en effet. Du coup, Monsieur Pierre, les outils qui te facilitent la vie en tant que maître du jeu. Une carte mentale du scénario. Avec tous les différents endroits, les différents personnages, où se trouvent les personnages, quels sont leurs liens entre eux, les liens avec les endroits, éventuellement, si besoin est, la chronologie des événements, quand chronologie est nécessaire, et le scénario condensé sur 2-3 pages. Ça, c'est ce que je fais sur pratiquement tous les gros scénarios que je maîtrise. Je condense toujours mon scénario, histoire d'avouer... déjà, en général, d'éviter de me balader le gros bouquin de 300 pages. De deux, pour l'avoir toujours à disposition, parce que je le mets je l'enregistre sur mon cloud. Donc ça me permet de le bosser un petit peu quand j'ai le temps. Et de 3, même si j'oublie mes fiches, si j'oublie tout, j'ai quand même ce qu'il faut pour pouvoir le maîtriser. C'est un très bon point, la sauvegarde en ligne. J'apprécie. Voilà. Mais au minimum, je fais toujours une carte mentale du scénario. Déjà, avec ça, en général, si on a lu 2-3 fois le scénario avec une carte mentale et la liste des personnages qui est inclus dans cette carte, en général, personnellement, j'arrive à remettre le scénario. Après, je dirais que la simple démarche d'écrire son scénario et de le faire va faire qu'on va le mieux le retenir. Ça oblige à relire plusieurs fois les différentes phrases, les différents éléments, à se dire comment je vais le mettre sur ma carte mentale, et ça fait rentrer. Monsieur Thomas, même question. Les outils qui facilitent la vie en tant que maître de jeu. Sur ce point-là, j'ai pas grand-chose à rajouter. Il me semble que là, c'est quand même relativement exhaustif. Du coup, Mademoiselle 608. Oui, moi je pense que je vais me faire taper vivement sur les doigts, mais pour moi c'est le portable, c'est Drive en fait. Sur Drive j'ai tous mes scénarios, je peux réécrire, j'ai tous mes aides de jeu, j'ai toutes mes règles, et ça c'est accessible tout le temps, et c'est très pratique en plus la lecture sur Drive via le portable. Moi je suis un maître du jeu qui est sur son téléphone, mais j'avoue que c'est vachement pratique en fait. Je suis sûre de pas oublier, et puis au moins ça m'évite de transporter un bouquin, ça m'évite d'être chargé, et j'ai tout quoi, j'ai tout ce dont j'ai besoin sur Drive. Voilà. Ne tapez pas. Le MJ fait ce qu'il veut, c'est une des règles de base. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, on tape dessus si tu fais ça en tant que joueur. Oui. C'est clair, parce que moi en fait je suis dans la partie en tant que maître du jeu, je vais voir mes aides de jeu en fait, c'est tout simplement un outil quoi qui m'aide à savoir où j'en suis. Un joueur, s'il fait des recherches par exemple par rapport à une énigme et qui cherche vraiment sur internet des informations, ça me dérangerait pas tant que ça. Par contre, si c'est vraiment du hors sujet, s'il est ailleurs vraiment et qu'il a plus sa concentration dans le jeu, je dis pas, là c'est vraiment problématique, ouais c'est problématique. Et donc on finit avec Monsieur Damien Leroy.
Vous avez quelque chose à ajouter? Quoi? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Pas vraiment, tout a été dit. Mais même, ça a été évoqué, les fichiers sur Drive, les fichiers Excel, ça peut être très utile. N'est-ce pas? Voilà, donc, côté MJ, je pense que ouais, j'ai rien d'autre à dire. Je me permets d'ajouter un petit complément à ce que vient de dire Mademoiselle 608. Mais quand on a des fichiers informatiques, que ce soit le scénario ou actuel, il est de plus en plus courant de disposer d'une version du livre de base du jeu sous format PDF. Le téléphone peut être pratique. La tablette, pour ceux qui ont une tablette, peut également être assez pratique. Ah ouais, carrément. L'ordinateur à ce rythme-là. Bah, la tablette, je trouve ça plus facilement transportable. Bah, moi, j'éprouve une détestation profonde et totalement irrationnelle pour les ordinateurs portables, ce qui fait que bah, je préfère largement la tablette. Oui, La ordinateur portable tablette, aussi. en plus, ce qui est pratique, c'est que si on a un clapet qui permet de la maintenir un peu surélevée, derrière un écran de jeu, ça se voit pas du tout en fait. Et c'est vraiment approprié, je trouve. Enfin, ça rend parfait quoi. Tout à fait. Après, c'est beaucoup plus lisible que le téléphone aussi. Oui, mais on n'est pas tous riches. Et aussi pour montrer des choses à ce joueur, c'est bien. Ah ouais, les images d'ailleurs, Nam avait fait ça une fois, nous montrer des images à travers une tablette, c'était super cool quoi. Ça met vraiment dans l'ambiance. Et sinon, le vidéoprojecteur, c'est bien aussi. J'avoue. D'accord, Un peu l'étape vas-y, suivante. envoie les thunes. On va donc enchaîner sur la question suivante, les outils pour faciliter la vie des joueurs cette fois-ci. Donc, côté joueur, qu'est-ce que vous faites pour quels sont les outils dont vous avez besoin éventuellement, que vous appréciez avoir pour améliorer donc le cadre de vos parties. Et on va commencer avec Monsieur Phil. C'est une bonne question, et encore une fois, j'ai pas vraiment de réponse qui sortent de ce dont tu as parlé. Donc, bien évidemment, on a parlé des dés, on a parlé de avoir un background détaillé. Moi, ça m'aide à me représenter mon personnage. Les illustrations, les photos, les images des différents personnages, qu'il s'agisse des PNJ ou des joueurs, j'avoue que ça m'aide beaucoup à me permettre de faire la part des choses sur qui est qui, en particulier à pouvoir mieux resituer les autres joueurs, quelle est la personnalité des autres personnages et pouvoir interagir avec eux plus facilement. Donc voilà. Sinon, sinon du chocolat pour parce qu'on a toujours besoin du chocolat. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'on a abordé déjà la nourriture, mais c'est un outil d'apprécier des joueurs, avoir à manger et à boire. Et du café. Oui, c'est bien le café. Monsieur Pierre, avez-vous un avis sur la question? Les outils facilitant Quelle la vie question en tant que joueur. Parce que pour une fois, c'est moi qui ai un petit kill. Les outils donc, qui facilitent la vie en tant que joueur ou les outils que tu aimes avoir quand tu es joueur. Alors, les outils qui facilitent la vie du joueur, les dés, déjà, ça peut servir. De quoi apprendre des notes. Alors, je crois que j'en avais déjà parlé dans une précédente masterclass, et donc je vais le redire ici aujourd'hui. Une ardoise électronique, ce qui permet de pas gaspiller de papier quand c'est pour des one-shots. Après, éventuellement, quand ça existe, le livre du joueur. Quand il y a un livre de règles qui est du joueur.
Et après, je pense que pas mal d'autres choses ont été dites et seront dites après moi. Bon, Monsieur Thomas, quelque chose à rajouter sur la question? Globalement, tout ce qui permet de fluidifier tout ce qui est règle, notamment au niveau des combats. On a déjà cité les marqueurs d'initiative et marqueurs de points de vie, mais notamment sur des jeux, enfin, je pense notamment à Donjons et Dragons ou Star Wars Saga. Certains font une campagne ici, où on est à très haut niveau, on a plein de pouvoirs et on a des fiches de pouvoirs qui nous permettent d'expliquer un petit peu ce que font les pouvoirs, d'avoir un petit récapitulatif des règles et qui nous permet de savoir lesquels on a utilisé, lesquels on n'a pas utilisé, etc. C'est très visuel et c'est très pratique à utiliser et ça fait gagner beaucoup de temps. Ok. C'est non plus. Et c'est quelque chose, me semble-t-il, que Donjons et Dragons a sorti en tant que produit officiel. En même temps, tout est déjà sorti sur Donjons et Dragons. Mademoiselle 608, avez-vous Oui. quelque chose à ajouter? En fait, j'ai déjà eu l'occasion de faire certaines parties où le maître du jeu avait pensé à des petits écrans avec l'image du personnage et son nom, et que chaque joueur pouvait avoir devant comme un petit écran en fait. C'était juste une feuille A4 pliée en deux. Et c'est vachement pratique en fait pour avoir une réelle, pour aider à l'immersion, pour voir en fait à quoi représente la personne qui parle. Voilà, je trouve que et puis en même temps pour avoir tout de suite le nom du personnage, parce qu'on n'a pas forcément, même en 30 minutes, retenu tous les prénoms de tous les nouveaux personnages. Si on fait beaucoup de JDR, ça fait beaucoup de noms à retenir, c'est un peu compliqué. Et donc là, c'est vachement pratique et je trouvais que ça aidait bien à l'immersion, puis en même temps, ça aidait le joueur. Concernant le visuel, moi, je voudrais juste préciser que c'est bien. Pareil pour tout ce qui est accessoires, mais je trouve qu'aussi c'est bien quand il n'y en a pas trop. Parce que la différence avec le jeu de rôle et le jeu de plateau, c'est quand même qu'il y a une grosse part d'imagination qui doit être faite. Je crois pas que trop aider le joueur à imaginer, c'est une bonne chose. Par exemple, quand on parle d'une maison hantée, on a tous notre propre vision de la maison hantée et on est déjà suffisamment dans le move pour comprendre en fait ce qui pourrait s'y passer, à quoi pourraient ressembler les fenêtres, s'il y a des toiles d'araignée ou non. Et c'est pas la peine non plus d'apporter forcément un visuel. C'est pas nécessaire en fait. On ait tous la même image, la même vision des choses. Donc le visuel c'est bien, mais surtout pour les choses indispensables, comme les PNJ, des fois, et certaines choses dans leur visuel peuvent nous aider à les comprendre. Mais je crois pas que trop d'aide, ce soit une bonne chose. Je crois pas que... Voilà, je voulais juste rajouter ça, en fait. Très bien. Monsieur Damien. Une question. Donc pour les joueurs, tu as déjà évoqué lors de la séance le background. Et en dehors de quelque chose aussi poussé qu'un background, juste des éléments de caractère du personnage, quelques mots qui peuvent aider à l'interpréter, ça peut être utile. Une illustration du personnage, mais ça a été aussi évoqué. Pas d'autres. Est-ce que du coup quelqu'un a une idée à rajouter sur le sujet? Apparemment non. Donc on passe à la dernière question de notre soirée. Quels sont les outils que vous utilisez pour agrémenter la partie? Donc cette fois-ci on va parler de tout ce qu'on va utiliser en jeu. Donc, vraiment pour mettre du piment dans nos parties. Et on va commencer par Monsieur Pierre. Alors ça va être extrêmement situationnel. Ça va vraiment dépendre des scénarios que je vais jouer. Si les scénarios en question se prêtent à avoir des aides de jeu de manière diverse et variée. Éventuellement ce que je prends, mais bon là en fait j'aurais peut-être dû le citer au début dans les outils du MJ, un paquet de 52 ou de 54 cartes. Ça peut toujours servir. Mais je vais dire de manière générale c'est extrêmement situationnel.
Ok. Est-ce que du coup, tu as peut-être un exemple pour l'utilisation des cartes? Pour noter les... Pour désigner par exemple l'initiative, ou pour marquer de manière visible l'initiative. Donc par exemple quand un système de jeu ne présente pas de manière de désigner l'initiative, ou que je trouve le système de gestion d'initiative, si j'aime pas le système de gestion d'initiative, en général je tire les cartes du plus haut l'as au plus bas le 2, pique, cœur, carreau, trèfle, et puis c'est parti. Ou alors je sors mes cartes allant de 1 à 10, et après je donne premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, etc. Pour les différentes personnes autour de la table. Monsieur Thomas, avez-vous quelque chose... J'ai pas grand chose de spécial à rajouter sur ce point-là. Ok. Mademoiselle 608? Oui, alors, mais en fait, c'est par rapport à la question, c'est genre pour toutes les parties en général ou c'est par Ça exemple peut être moi en tant que maître spécifique. du jeu? Ça peut être... Pour ceux qui regarderont cette vidéo plus tard, c'est quelque chose qui pourrait leur être utile pour une future partie. Là, pour le coup, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'idées. Moi, pour mon JDR, par exemple, j'utilise des espèces de billes qui se ressemblent toutes et qui me permettent en fait d'utiliser comme point d'action quelque part, quelque chose comme ça, ce qui permet aussi de limiter l'usage des lancers de dés que je trouve très injustes parce qu'ils sont basés sur la chance, donc c'est injuste. Et donc effectivement, ça peut permettre d'avoir une alternative, mais au final, j'allais dire un peu comme le jeu de cartes, mais en fait non, le jeu de cartes aussi c'est injuste puisque c'est de la chance aussi. Donc voilà, moi mon objectif c'est essayer de trouver quelque chose qui pallie à la chance. Mais voilà, je suis toujours en quête d'essayer de trouver cet outil. Et pour l'instant, j'essaye d'expérimenter avec des billes. On verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, je sais pas. Ok. Monsieur Damien. Parmi les choses que j'ai utilisées, j'ai essayé d'utiliser de la musique, mais bon, je suis pas vraiment préparé. Et du coup, je pense qu'il est vraiment important donc de préparer ces trucs, ces playlists à l'avance, parce qu'en partie, ça va forcément ralentir. J'ai utilisé des plans, des figurines, des illustrations, qui ont déjà été citées. Au niveau du livre des règles et autres, un truc qu'il faut que j'essaye de faire plus, c'est des fois quand il y a des points de règles dont je suis pas sûr, c'est plutôt que d'aller regarder dans le livre et de perdre du temps dans le jeu, de faire un jugement sur le tas, peut-être en le précisant aux joueurs que plus tard, en dehors de la partie, on ira vérifier, mais que ça veut pas dire que la règle sera définitive. Je pense que l'improvisation des règles, ça marche plutôt bien. Ouais, c'est ça. De toute façon, comme dit précédemment, le maître de jeu a toujours raison. Mademoiselle Nam, les outils partis. Je sais pas si c'est vraiment un outil, mais ça me vient comme ça. Enfin, moi, je sais que ça m'aide dans mes parties. Je le fais pas systématiquement, ça dépend de la table, de ce que j'attends de la partie. Mais je fais un petit discours en début de partie, où j'explique ce que j'attends, ce que j'aimerais que les joueurs fassent. Bon, après, c'est un discours qui est juste là, en fait, un discours de conditions de jeu, en quelque sorte. Après, je sais pas, mais ce discours-là, je le prépare pour laisser justement toute latitude après aux joueurs de faire comme ils veulent. Mais j'ai remarqué que souvent, quand je fais ce discours, le scénario ou la partie que j'ai préparée se déroule comme je l'entends. Enfin, comme j'espère. Voilà, alors je sais pas si c'est un outil. Bref, voilà. C'est bon, tu as la validation officielle dans ces critiques. Et du coup, on finit avec Monsieur Philou.
Alors, j'ai dans ma vie de MJ utilisé très peu des sets de jeux situationnels comme ça. J'ai 2 exemples seulement qui me viennent en tête, et à chaque fois ce sont des exemples d'éléments sonores, et comme j'ai dit tout à l'heure, intradiégétiques. Un élément, c'était un bruitage, et en l'occurrence, c'était pas un bruitage, c'était pas pour faire un jumpscare. En fait, c'était un bruitage qui était un fond, et le principe, c'était que les joueurs devaient mettre du temps avant de se rendre compte qu'il y avait le bruitage, puis se poser la question pourquoi est-ce qu'il y a le bruitage, et voilà, et donc les mettre dans une forme d'ambiance. Pour vous voulez les détails, c'était une partie de Doctor Who, et le bruitage en question, c'était un tic-tac d'horlogerie mécanique. Peut-être cela vous indiquera-t-il à quel épisode cela faisait écho. Voilà. Et le deuxième exemple que j'ai en tête, alors là, vous allez être très 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 surpris. C'était une chanson. Et en fait, alors je vous passe les détails du pourquoi du comment, mais il se trouve que à une campagne que j'ai faite, toujours pas finie d'ailleurs, un groupe de personnages s'est retrouvé dans l'univers de la bande à Picsou, mais en version inversée, la version négative. Et en particulier, ils ont eu des démêlés avec la version négative de Mr. Mask. Et pour leur faire comprendre qu'ils étaient dans la zone négative et que il y a ce personnage qui allait être intéressant, à un moment, ils sont tombés sur des écrans de télé dans un magasin. Et les écrans de télé, en fait, il y avait le Mr. Mask qui faisait sa propagande pour faire peur à tout le monde. Et sa propagande, c'était le générique de Mr. Mask, mais en version Evil. Donc ça commençait par plus rapide que l'éclair pour un monde infernal, il s'en va faire la guerre, répandre le mal, Sinister Mask, etc. Voilà, et du coup, j'avais passé, j'avais enregistré avant la chanson, et je leur avais passé avec une... Ça avait l'air d'être épique. Et sinon, j'ai dans la tête depuis très longtemps, et je ne l'ai jamais couché sur le papier, et je ne l'ai jamais non plus fait jouer, mais j'ai dans la tête un scénario précis qui est basé sur une bande-son précise, et du coup, la bande-son a vraiment c'est pas juste pour être l'ambiance, il y aura un côté interactif avec cette bande-son, mais je ne vous dirai pas ni de quelle bande-son il s'agit, ni de quel scénario il s'agit. Comme ça, je vous laisserai avec ce teaser de fou, et vous n'allez plus endormir. Oh, bien. C'est net. Donc, du coup, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter avant qu'on ferme pour ce soir? Très rapidement, alors je ne sais pas dans quelle catégorie ça De toute façon, là, rentrerait. c'est pas grave, hein, là, on est dans les plus. Alors, c'est un peu s'en passer, des dés spéciaux, notamment un dé de localisation des dégâts, un dé d'humeur des PNJ, un dé de météo, ou des dés à la con comme ça qui peuvent répondre à des questions situationnelles. Le fameux dé oui, non, oui, oui, mais, etc. Ce sont des dés qui coûtent trop cher pour ce que c'est, qu'on n'utilise presque jamais. Mais vu que c'est un presque jamais, j'en ai toujours un sous la main. Voilà. Non, ça vaut ce que ça ça mérite vaut. d'être dit, je suis d'accord. Mais voilà. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? En fait, c'était un petit peu par rapport à ce qu'avait dit Nam, par rapport à son discours d'intro. Moi, ce que j'aime bien, c'est une musique. C'est comme un générique, en fait, où en gros, c'est censé faire une transition entre le hors-jeu et le en-jeu. Généralement, ça n'a pas vraiment beaucoup marché, mais en règle générale, les musiques que je choisis ont un lien direct avec l'histoire et avec ce qui va se passer. C'est pas grave, hein, tant pis pour eux s'ils loupent des indices, hein, mais voilà, moi, c'est comme ça, généralement, que je commence mes parties, avant de parler. Voilà.
Du coup, je vais rebondir aussi sur ce que vient de dire 608, parce que ça me fait penser à autre chose concernant la musique, où justement, c'était une partie avec ambiance sonore, où j'avais des pistes prévues pour poser une ambiance, et justement, en fait, pour marquer le changement de scène et vraiment le changement de scène, je mettais une courte musique qui n'avait strictement rien à voir du tout avec l'ambiance, justement pour faire la rupture, faire redescendre la tension sur la table, leur donner les quelques minutes de battement où là les joueurs peuvent relâcher leur roleplay, peuvent relâcher leur truc et se défouler un petit peu et dire les trois bêtises qui leur passent par la tête, pour ensuite re-attaquer et refaire monter la pression. Donc c'est vrai que, je te rejoins là-dessus en disant que la musique, c'est un bon moyen en fait pour jouer avec l'émotion des joueurs, les faire monter, descendre. Ouais, Genre un puis niveau de aussi tension, quoi. les mettre dans l'immersion à certains Ouais. moments et les faire complètement sortir à d'autres. C'est ça, intéressant. ouais. Bien, sur ces sages paroles, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc déjà, je vous remercie à tous ceux qui nous ont suivis pour ce 10e atelier jeu de rôle avec Lancer Critique et avec le club Calliope. Vous savez comment marche Internet, donc vous savez où cliquer si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et si vous avez des achats à faire de jeux de rôle ou jeux de société, on a à présent un partenaire, donc vous pouvez m'aider en me payant mes cafés en utilisant ces liens lorsque vous achetez vos jeux. Dans tous les cas, je vous dis à dans 2 semaines. Tout de suite.